Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce meet-up pour les 6 étapes pour développer une application métier efficiente. Donc, je suis Nelly. Et je suis Arnaud, chef de Voilà. projet en fait chez Inflexis. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter donc le sommaire. Donc, on va rapidement présenter l'entreprise, suivi d'un petit quiz. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec le détail sur les 6 étapes clés pour développer donc une application métier efficiente. Donc, on va passer à qui sommes-nous? Donc, Inflexis est une entreprise de services numériques spécialisée dans le développement d'applications web et mobiles. On existe depuis 10 ans. On a des locaux sur Mérignac, en Gironde. On développe toutes nos applications depuis nos locaux. On a 55 collaborateurs et on a fait près de 3 millions de chiffres d'affaires l'année dernière, avec en majorité des activités au forfait. On a depuis... Je te laisse... Il y a un slide qui a sauté là. Non? D'accord. Donc, notre expertise est centrée sur 4 axes. On a une expertise technique donc en développement d'applications mobiles, que ce soit du natif, de l'hybride, du cross-platform. On fait également du web et du responsive. On a une grosse expertise sur la partie connexion, interopérabilité, sécurisation, authentification et également tout ce qui est design UX/UI. On travaille dans différents secteurs d'activité. On est dans notre ADN, on est très axé recherche, ce qui nous permet d'avoir une approche time to market et de détecter de nouveaux usages. Et on travaille essentiellement en agilité et orienté utilisateur. Donc, on a fait une croissance régulière en 10 ans. On a fêté nos 10 ans en mars et on travaille donc pour différents clients, des clients qui nous suivent depuis le début, notamment en banque, finance, assurance, mutuelle, et beaucoup de nouveaux clients chaque année, avec notamment des acteurs dans l'industrie qui nous sollicitent pour mettre en place de la digitalisation et améliorer leur performance opérationnelle. Et nous allons commencer par un petit quiz en fait, pour savoir, d'après vous, quelle est la durée de vie d'une application en fait sur smartphone. Et comme c'est indiqué, on compte en fait le temps que mettent les personnes entre l'installation d'une nouvelle application et la désinstallation. On vous propose en fait 4 réponses: 1 jour, 6 jours, 15 jours, 1 mois. Si vous voulez, vous pouvez répondre en fait dans le chat. On vous laisse en fait quelques secondes pour vous faire votre avis et je vous donne ensuite la réponse. Eh bien, la réponse en fait risque de vous étonner, mais en fait il s'avère que une application en moyenne reste 6 jours sur un smartphone. Ça veut dire qu'en fait le turnover des applications sur les téléphones est extraordinairement important. Donc les raisons en fait principalement en fait obtenues concernant donc les conditions de désinstallation sont comme cela est indiqué. Donc l'espace de stockage en fait insuffisant, une application trop gourmande qui nécessite en fait des ressources au niveau du device trop importantes, des applications en fait buggées qui font que l'expérience utilisateur est relativement médiocre et donc même bien que ça puisse apporter des services, on souhaite en fait préserver l'application sur son téléphone. Il y a également le design, l'ergonomie, l'utilisation finalement de ces fonctionnalités, comment on peut les mettre en œuvre, qui n'est pas du tout en fait très très pratique et vu selon le domaine dans lequel on se pose, la concurrence qu'il peut y avoir, en effet, il faut être vraiment très pragmatique dans la mise en place en fait des fonctionnalités. Et donc un design va être très important. Et le 4e point, c'est une application qui finalement est pas très accueillante, qui ne donne pas forcément envie d'être utilisée et qui finalement, pour ce qu'elle vend en tout cas, n'est pas vraiment efficiente.
Donc, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet avec les 6 étapes donc, pour développer une application mobile métier efficiente. Alors déjà, il s'agit de savoir ce que souhaitent les utilisateurs. Donc, en général, les utilisateurs expriment un besoin de simplicité, d'efficience. Ils veulent disposer d'une application rapidement, à moindre coût. Tous les enjeux sont importants, sont mis au même niveau de priorité. Et donc, la première étape est de bien comprendre les besoins exprimés par les utilisateurs et surtout de s'assurer qu'on répond à un besoin et non pas à une envie. Ensuite, la seconde étape, c'est de définir le backlog du projet. On vous présentera bien entendu l'ensemble de ces étapes dans ce webinaire. Une fois le backlog du projet déterminé, on va pouvoir estimer, ajuster le budget et phaser le projet. Ensuite, on cadrera et on précisera le périmètre fonctionnel pour ensuite lancer les développements, mettre en production l'application et ensuite gérer son cycle de vie. Donc, la première étape, comme je vous le disais, consiste à comprendre les besoins des utilisateurs. On va se demander quelle est la problématique rencontrée, comment est-elle résolue, à quels besoins répondrait l'application. Est-ce que le besoin nécessite de mettre en place une application mobile ou autre chose? Ça peut être une autre typologie de développement. Il faut se concentrer sur l'usage qu'il en est fait. Et ce besoin est-il partagé par un plus grand nombre pour avoir une approche héroïste de ce projet-là et pouvoir dimensionner son budget en fonction du gain qu'il apportera au niveau opérationnel. C'est vrai que quand on va commencer à creuser le besoin, on va éviter d'éluder en fait des éléments peut-être très basiques. Déjà, en fait, est-ce que la population que l'on va cibler est un usager en fait courant du mobile, que ce soit en fait du smartphone ou que ce soit des tablettes. Si on utilise également des cibles qui peuvent être même sur PC, ça sera en fait quel OS utilise-t-elle. Je dis ça parce qu'en fait, on en discutera un petit peu plus tard peut-être. On peut aussi imaginer en fait une application hybride. Donc les OS des smartphones, c'est important, mais également des devices de type desktop. Donc, on a quel équipement dispose-t-elle? En effet, est-ce que notre cible va être des personnes qui vont travailler exclusivement sur tablette? Donc, ça nous est arrivé pour certains de nos clients. Donc là, c'est vrai que ça va engendrer une certaine perspective concernant donc le traitement des besoins. Ou alors, est-ce que c'est exclusivement du téléphone? Voilà. Et pareil, les fonctionnalités, est-ce qu'en fait, elles répondraient réellement aux attentes? Et là, on a en fait... disons, une manière en fait simple de voir les choses en se disant oui, les fonctionnalités elles répondent aux attentes, mais par contre la manière dont on y répond, comment on met en jeu en fait ces fonctionnalités, c'est là qu'en fait il peut y avoir une grosse différence entre une bonne spécification et une mauvaise spécification. D'où le fait qu'il est nécessaire en fait de bien comprendre le besoin des utilisateurs et de se mettre à leur place. On va en parler sur le slide suivant. Et avant de passer au slide suivant, pour introduire et laisser la parole à Arnaud qui poursuit sur la partie design, dans la question à se poser aussi sur les profils d'utilisateurs et la cible visée, une des questions peut être qui fournit le matériel. Selon le cas, si c'est l'entreprise qui fournit le matériel, elle a une maîtrise sur la techno. Et donc, on peut se permettre, par exemple, de dire je déploie des tablettes Android et donc on peut naturellement développer en Android. En revanche, si l'utilisateur peut avoir n'importe quel type de téléphone ou de tablette, ben là, la question est différente et a des enjeux différents au niveau du projet. Donc, Arnaud va vous expliquer comment on cadre le besoin. Oui. Donc, on va avoir une approche en fait qui, pour beaucoup d'entre vous, en fait, va être un usage entendu, c'est-à-dire en fait un design, une conception centrée utilisateur. Une design centré utilisateur, je vais juste vous faire une illustration qui date de pas plus que 48 heures sur la manière de se mettre à la place de l'utilisateur. On a eu un de nos clients qui a essayé de se mettre à la place de l'utilisateur, mais finalement, plutôt que de se mettre à la place d'un utilisateur lambda, s'est positionné en tant que
gestionnaire et donc finalement récepteur du besoin de l'utilisateur. Je vais essayer d'être un petit peu plus précis, sans dévoiler en fait de qui il s'agit. Il s'agissait pour une équipe en charge de gérer des demandes de clients, de pouvoir bénéficier d'un outil permettant à ses clients de mieux formaliser leurs demandes. Ce qui s'est avéré en tout cas être produit comme résultat dans les premières étapes de design, c'est que finalement la manière dont on amenait les questions aux clients était uniquement orientée par rapport à un processus déroulé par un gestionnaire. Et on a retourné en fait le questionnaire dans l'autre sens et on s'est dit, si j'étais un client lambda, je ne me poserais pas du tout les questions de cet ordre-là, je ne les poserais pas de cette manière-là, et on a repensé complètement la manière en fait d'aborder le besoin. La finalité est la même, mais la manière en fait d'y arriver ne l'est pas du tout. Donc un design centré utilisateur, en effet, on faut se mettre à la place de l'utilisateur. Encore faut-il y arriver, ce qui n'est pas en fait si trivial que ça. Voilà. Ce travail en fait justement d'atelier et de design est fait en fait en collaboration avec plusieurs parties prenantes. Comme on vous l'a en fait indiqué, en effet, il y a les porteurs du projet, des utilisateurs, donc on a convié pour certains de nos clients des utilisateurs potentiels de leurs futures applications à venir s'exprimer au sein d'ateliers et de nous dire ce qu'ils attendraient en fait d'une application telle que notre client nous la commande. Donc ça c'est important, c'est assez difficile d'obtenir en tout cas des clients de venir avec des utilisateurs potentiels, mais si vous avez le moyen de le faire, c'est une grosse plus-value en fait pour le design de votre application. On va passer à la slide suivante, Catherine. C'est ça. Et je redirai juste qu'en effet, comme c'est indiqué, on produit les premiers prototypes rapidement. Justement, dans cette phase de production de prototypes, on va avoir au cours de cet atelier la première partie. Donc, on essaie de se mettre en situation, l'immersion, l'idéation, on lance des idées dans tous les sens. La décision, c'est que là, on va commencer à classer ces idées, essayer en fait d'argumenter, de trouver finalement les points forts, les points faibles. On va prototyper. Le prototypage peut se faire, comme on l'avait vu sur la vignette précédente, des fois uniquement avec du copier-coller de texte, et essayer de faire une mise en forme pour avoir une idée en fait de ce que pourrait être l'expérience utilisateur. Donc ce sont des ateliers qui peuvent en fait prendre une grosse journée, voire des fois plusieurs journées selon en fait l'étendue de la réflexion que l'on veut mener sur l'application et son périmètre. Et à la fin, on fait en fait une restitution de ces ateliers, donc cette partie pitch, qui va permettre de préciser ce qu'il est nécessaire en fait de mettre dans le périmètre initial de l'application, ce qui va vraiment être le plus important, côté utilisateur et côté ROI pour l'entreprise également. Donc, on va passer aux exemples. Oula. Ah, on a un problème sur... on voit pas le bon slide. Catherine. Le slide suivant. Excusez-nous. C'est le slide suivant qu'il faudrait mettre. Voilà. Donc là, c'est des exemples de livrables suite à l'atelier de cadrage et qui sont intégrés qui sont co-construits pendant l'atelier de cadrage et qui sont ensuite intégrés dans nos process dans l'Agile Book. Donc, comme l'a dit Arnaud, dans une première étape, on se met déjà dans la place de l'utilisateur et la bonne place, en effet, puisque des fois, nos clients confondent ce qui leur ferait gagner du temps avec les besoins des utilisateurs. Alors, même si c'est lié, il faut se mettre dans la bonne position. Donc, pour cela, en fait, en phase d'immersion, on travaille sur les personas. Et on a du coup des fiches qui permettent de synthétiser les différentes typologies d'utilisateurs qui nous permettent ensuite, en phase d'idéation, de se positionner dans chaque persona et de travailler sur sa journée type, donc sur sa user journée, et de se définir finalement quel est son parcours, de quoi il a besoin, quelles sont ses difficultés, quelles sont les choses qu'il vit positivement, quelles sont les choses qu'il vit négativement, de manière à affiner et détecter là où le digital pourrait amener des choses, de la performance, de l'efficience, du gain de temps.
Donc là, vous avez 2 exemples de livrables et ensuite, je vous présente 2 exemples également de livrables d'atelier qui sont sur la partie prototypage, donc des wireframes qui montrent des prévisuels plus concrets de comment pourrait être l'application, qui peuvent être co-construites également avec les utilisateurs, qui dessinent en quelque sorte avec nous ce que serait leur future solution digitale. Et on fait également des prototypes animés qui permettent de se mettre encore plus en situation et de travailler dès le départ du projet sur le retour utilisateur. Voilà, tout à fait. Et c'est avec ces prototypes en fait animés que l'on va vraiment, à travers différentes itérations ou sous-itérations dans cette phase de design, creuser en fait le besoin métier. On n'aura pas besoin de faire beaucoup de composants graphiques, ne serait-ce que la présence en fait des informations sur les écrans, les liens entre elles, concevoir la dynamique en fait de l'application, voir comment en fait les utilisateurs vont l'utiliser pour obtenir la fonctionnalité demandée, atteindre un certain objectif. Tout ça, ça se fait en fait avec ces outils. C'est des outils qui se font à distance. Il n'y a pas besoin d'être en présentiel. Donc, on peut avoir en sortie d'atelier justement une publication sur le web et faire des allers-retours avec nos clients en mettant leurs commentaires, en modifiant si nécessaire en live certains éléments et en revoyant avec eux justement comment affiner ce prototype. Donc, du coup, voilà. Et donc, on en parlera en détail plus tard de toute la partie spécification. Voilà. Et pour conclure par rapport à l'atelier, donc le but, non, tu étais sur la bonne slide. Le but était, le but après de cadrage du projet, donc c'est donc la deuxième étape clé dont va vous parler Arnaud pour pouvoir conduire à une application efficiente, c'est qu'on se donne l'ambition générale et on construit ce qu'on appelle, ce que va vous expliquer Arnaud, le backlog du projet. Voilà, alors le backlog du projet, en effet, c'est la liste des fonctionnalités. Ça peut recouvrir en fait différentes définitions. Globalement, vous allez trouver en fait les définitions qui sont liées à toutes les technologies en fait et méthodologies de type Scrum. Mais globalement, le backlog, on y met l'ensemble des fonctionnalités, des exigences et des besoins avec un certain niveau de détail, avec un certain formalisme de description de ce qu'il est nécessaire en fait d'intégrer. Le formalisme, ça peut être les user stories, les behavior stories, ou ça peut même être également un autre formalisme pour décrire en fait des éléments qui sont peut-être pas visibles de l'utilisateur, mais qui sont néanmoins nécessaires à être pris en compte dans la structure de l'application et dans son fonctionnement. Une fois qu'en fait vous avez défini votre backlog, on conserve en fait le développement agile standard. On va commencer en fait à monter des équipes avec une capacité de traitement bien définie. Cette capacité de traitement va induire que sur la durée du sprint, on va extraire du backlog projet le backlog du sprint, avec donc ce qui va être nécessaire de traiter. Et là-dessus, nous le verrons en fait ultérieurement, il y a différentes manières de commencer en fait le projet et d'itérer sur les premiers sprints. L'idée étant que à la suite de ces sprints, au bout d'un certain nombre de sprints, on s'entende avec l'équipe en charge en fait de la réception des produits et on fait des livraisons. Là, on a schématisé juste une livraison à l'issue de un certain nombre de sprints. Vous imaginez bien qu'en effet, quand on est agile et quand on fait une application de centaines, voire un millier de jours, on n'est plus du tout dans cet ordre-là. On va avoir des itérations, des livraisons régulières, quitte à ce que ces livraisons finissent ou pas en production. Ça fait partie aussi de la manière dont on a de gérer les projets et de faire de la MVP. Et je vais prendre la main sur la partie justement budgétaire. Donc en fait, une fois qu'on a posé l'ambition globale et long terme d'un projet, il faut quand même revenir à sa réalité et mettre en balance finalement les enjeux avec le ROI et estimer le budget et comment on va séquencer ce projet global. Donc, avant de vous parler de comment on pourrait séquencer et phaser les projets, on voulait vous parler des 6 postes budgétaires qui intègrent le budget d'une application mobile. Donc, on a bien sûr la direction de projet qu'on évoquera ultérieurement. On a le volet conception et design, donc qui est vraiment un point focus pour comprendre les utilisateurs et transposer
et transposer ensuite ça en exigence et en spécification. Ensuite, on a bien sûr le volet développement en lui-même, la phase de test et de validation et bien sûr l'accompagnement des utilisateurs. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, en direction de projet, il faut compter entre 20 et 30% du budget d'un projet d'application mobile. La conception et le design, c'est également 20 à 30% selon la complexité, bien entendu, de l'application et les enjeux globaux du projet. On a sur la partie recette en moyenne 20% de charges équivalentes au développement à intégrer en recette. Et la partie maintenance, le budget maintenance à prévoir est entre 10 à 20% du budget de développement de l'application. Nelly, il y a une question de Patrick qui demande est-ce qu'il ne manque pas le coût du matériel et des éventuelles licences? Alors, bien sûr, la partie, effectivement, là, on se concentre sur le budget du développement en lui-même de l'application, mais en effet, il faut bien sûr prévoir les coûts d'investissement dans le cadre d'un développement, par exemple, pour des clients industriels. Eh bien, on peut être amené à les accompagner dans le choix du matériel et l'estimation budgétaire de l'acquisition des tablettes. Il faut prendre, bien sûr, en compte les contraintes opérationnelles en main et également il y a le volet hébergement de l'application qui est également à prendre en compte au niveau du coût global. Et vous avez également le dernier point qui est la partie marketing qui peut être un volet important si par exemple vos utilisateurs vous envisagez de travailler en notification push au travers de la solution digitale, eh bien, il y a quand même un budget coût d'envoi des messages et de toute la stratégie après B2C qui est mise en œuvre. Tout dépend après du contexte fonctionnel de l'application. Donc là, comme on le voit sur ce slide, en gros, la direction de projet. Pourquoi en fait ça peut être un poste important? Tout simplement parce qu'en fait ça intervient à énormément d'endroits. Ça intervient vraiment depuis le début où on va passer du temps en fait avec le métier, voire les métiers et les partenaires en fait de nos clients, à décider des roadmaps, de comment on peut faire les choses, de discuter en fait de différentes solutions techniques. Bref, toute cette part en fait avant que l'on commence à développer l'application peut entraîner déjà des coûts assez conséquents sur la phase d'analyse et de direction de projet. Après, en effet, on a toujours le développement de l'application, le suivi en fait des ressources. On a forcément, comme on est en mode itératif au niveau de la gestion de projet, à gérer les livraisons, les présentations aux utilisateurs finaux, à nos clients. Donc, il y a également un poste important qui est les recettes. Voilà. Et ne pas en fait sous-estimer la partie déploiement. L'air de rien, en fait, cette partie déploiement, nous l'avons vu encore tout récemment, nécessite des fois un petit peu de temps au niveau de la gestion de projet pour pouvoir être en capacité de pouvoir caler les livraisons des applications avec les contraintes que peuvent mettre en place en fait les stores. Je vais citer en fait des contraintes toutes bêtes. Tout le monde en fait a en tête la nouvelle solution d'app tracking en fait de Apple qui est nécessaire en fait de mettre en place dès à présent sur les applications. Et donc, si vous êtes parti en fait pour mettre en production et que quelque chose comme ça arrive au cours du développement de votre application et que vous êtes à 2 doigts de mettre en prod et que la solution vous impose de revenir sur vos développements, c'est toujours pareil, c'est toujours un petit peu de temps de direction de projet, de savoir comment on va se réorganiser, comment on repousse en fait la mise en production pour gérer et intégrer cette nouvelle donne. Voilà. Sachant que par exemple dans le cas de l'app tracking, si votre solution faisait vraiment pas mal usage du tracking, vous allez avoir l'intégration de la solution d'Apple à mettre en place, mais également toutes les conséquences et adapter votre solution en conséquence justement. Bon, avant de parler plus concrètement de la phase de développement, on va revenir à la réalité du budget.
Catherine sur la slide d'après. Donc l'idée, une fois qu'on a phosphoré et qu'on s'est imaginé le projet de nos rêves, on va dire, en phase de cadrage, d'atelier, etc., et qu'on a positionné les retours sur investissement qu'on envisage, eh bien, on va se poser la question avec ce backlog projet très général et exhaustif, on va se dire par quoi on commence. Donc, on peut très bien commencer par faire un concept et tester un point de particulier. On peut très vite engager les utilisateurs d'ailleurs dans le retour de ce test, de ce proof of concept qui permettra de mettre très rapidement en ligne une fonction ou deux fonctions très précises qui ne sont pas forcément les plus consommatrices d'ailleurs de temps de développement, mais qui vont être jugées les plus pertinentes. On peut aussi se dire qu'on a envie de mettre en place plus rapidement un minimum viable product, un MVP, qui sera peut-être plus complet et qui permettra d'avoir une solution assez construite et lisible auprès de nos utilisateurs et qui permettra ensuite de les faire attendre les versions ultérieures. Donc, l'idée de phasing du projet, ça va être de dire, voilà, par rapport à l'ambition générale, comment je découpe quelque part la mise à disposition des bénéfices en itération successive, comment j'engage du coup mes utilisateurs au fil de l'eau et comment je ramène aussi ma stratégie, mon plan produit à ma réalité économique. Parce que des fois, on a de grandes ambitions et à la fois un budget plus modeste et donc ça nous amène à prioriser et à faire des choix pour construire le phasing du projet. Et donc, on va en effet commencer par se prendre vraiment la tête, c'est vraiment le cas de le dire, sur la partie cadrage et précision du fonctionnel. Je dis ça en fait avec un petit peu le sourire, mais la partie en fait cadrage et précision du fonctionnel, c'est vraiment un petit combat en fait qu'on mène avec nos clients qui arrivent des fois avec des idées de fonctionnalité, avec des pré-solutions, disons imaginées. Et derrière, on a comme rôle, en fait, justement, côté MOE, quand on va recevoir tout ça, eh bien, de challenger, en fait, tous ces éléments. Donc, on va vraiment confronter la réalité de ce que pensent nos clients au niveau de leurs besoins par, justement, des maquettes. Donc, c'est là, en fait, où la partie UX design que l'on met en place, en fait, chez nous, chez les clients qui nous nécessitent, requiert, en fait, une vraie importance. Et on retourne en fait souvent les besoins et on les réexprime différemment. On a également en fait, grâce à cette phase du design, une capacité en fait de vite modéliser à partir de quelques bribes de besoins, des interfaces qui permettent en fait peut-être aux clients de se poser en fait aussi les questions sur ce qu'ils avaient imaginé et essayer d'aller au-delà de leurs besoins. Je vais prendre en fait l'exemple d'un de nos clients. On était en phase de prospection avec eux. Ils avaient en fait une idée pour les aider dans le cadre de leur métier, donc avec leurs collaborateurs, à améliorer l'administration en fait de leur travail. Et donc ils nous ont dit, on aimerait en fait que notre application puisse faire ceci, cela. On a dit OK. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis devant nos postes de design. On a conçu en fait des IHM à partir de ce que l'on pressentait. Interface machine pour les non-connaisseurs. Voilà. Et donc on a regardé en fait ce que l'on pouvait produire comme écran, comme interface graphique à partir des quelques entretiens qu'on avait fait avec eux. Et tout de suite on a pu leur dire, écoutez, nous ce que l'on comprend, voilà comment on voit en fait l'application, voilà comment on pense que il faut répondre à votre besoin. Et ça a servi en fait comme point de départ pour creuser le besoin et voir justement si on allait dans la bonne direction. Donc en effet, dans la précision du fonctionnel, il n'y a pas que chercher en fait à préciser, aller dans le détail du fonctionnel, il y a aussi faire du prototypage, modéliser et confronter la vision utilisateur avec une certaine réalité modélisée qui permet justement de voir si on fait fausse route ou pas.
Et donc, pour préciser, pour illustrer d'une autre manière ce que dit Arnaud, dans un autre dossier client qui nous a consulté pour un projet d'application mobile, ils nous ont listé en fait un certain nombre de fonctionnalités qu'ils avaient déjà bien définies. Pour autant, on a réussi à les convaincre de quand même challenger leur lecture projet avec un atelier de cadrage, en leur expliquant en fait que la réponse, le besoin exprimé venait de leurs besoins à eux de gain de temps. Alors, ils sont dans une démarche de mettre à disposition, de faire un espace client pour leurs clients. Et le point de départ du projet, c'était de voir les sollicitations que les différentes parties prenantes dans l'administration avaient de la part de leurs clients, en se disant, si on fournit en mobilité l'ensemble des documents, entre guillemets, ou des informations que le client nous demande, ça nous fera gagner du temps et le client sera content. Alors, le premier point qu'on va challenger en atelier de cadrage, c'est de dire, OK, il y a de l'accessibilité des données à fournir en effet aux clients. Maintenant, est-ce que c'est bien sur un téléphone qu'on a besoin d'accéder à cette donnée-là? Donc, en situation, par exemple, si vous avez un acheteur qui vous appelle pour savoir où en est son devis, finalement, cet acheteur-là, est-ce qu'il est sur son téléphone ou est-ce qu'il est derrière son ordinateur? Donc c'est déjà se positionner par rapport à l'usage. Et après, c'est de se dire, OK, dans le cadre d'une application mobile, qu'est-ce qu'on peut amener par la mobilité même? Donc finalement, quand on est en mobilité, donc pour revenir au parcours utilisateur, qu'est-ce qu'on a besoin quand on est à l'extérieur de son bureau? Et finalement, pourquoi on utiliserait cette solution mobile-là? Et finalement, on est arrivé à... ils avaient listé des priorités 1 et des priorités 2 avec un ordre finalement. Et on a changé avec cet atelier de cadrage l'ordre de traitement pour ramener le vrai bénéfice en mobilité aux utilisateurs, tout en construisant un projet connexe non mobile qui permet de traiter les autres points. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le chat. Ça, c'est moi qui continue, je crois. Donc, le cadrage, alors, on vous a expliqué d'une manière très générale qu'on travaillait en agilité. On voulait insister avec vous sur l'intérêt et les bénéfices de la méthode agile dès le cadrage et tout au long du projet, bien entendu. C'est que, comme on vous l'a expliqué, le fait de donner la priorité aux fonctions et de se concentrer sur le réel bénéfice et le retour à l'utilisateur permet de se reconfigurer, de séquencer, de revenir d'un sprint à l'autre, de changer certaines priorités, de faire des livraisons successives et de permettre d'avoir un quick win très rapidement, ce qui permet d'engager les utilisateurs et ensuite de les projeter sur le long terme dans des évolutions successives. Donc, on a différents acteurs, on a le Product Owner, le Scrum, et en fonction des organisations, que ce soit en interne chez vous ou bien en mix chez un prestataire comme nous ou avec une partie de l'équipe chez vous et une partie chez nous, en fonction de la constitution de l'équipe projet, eh bien, les parties prenantes endosseront différents rôles avec un focus concernant la méthode agile sur le produit et l'apport de valeur tout au long du projet. Voilà. Et même si en fait la partie Scrum en fait apporte énormément au niveau de la méthodologie, ça peut être avec plus ou moins de profondeur que l'on va appliquer l'ensemble des éléments en fait de Scrum. Mais dans tous les cas, la partie itérative, la partie définir ce qu'on va faire au niveau du sprint, ça reste en fait des bases. Les livraisons, les fins de sprint, ça reste vraiment les bases. Après, on peut moduler tout ça et en faire plus, toujours dans l'idéologie Scrum, mais ça dépend en fait le budget que vous souhaitez en fait y mettre. Et dernier petit élément, en effet, l'agilité, c'est pas juste une lubie marketing. Quand je vois avec nos clients actuels la flexibilité qu'il est nécessaire d'avoir quand on travaille avec notre client et que ce dernier travaille avec
2 voire 3 partenaires simultanément, qu'il faut que avec nous, donc ça ferait 4 partenaires qui ont besoin de se synchroniser au niveau des livraisons. Des fois, il peut y avoir pour des raisons X ou Y, que ça soit en fait commercial, que ça soit priorité stratégique. Tout le monde ne va pas courir en fait dans le même sens ou au même rythme. Et donc derrière, en fait, cette agilité nous permet régulièrement de pouvoir redispatcher au cours de nos sprints et de nos réalisations les fonctionnalités. Donc c'est vraiment très très important. En tout cas, je pense que dans le domaine logiciel, c'est devenu incontournable. Et dans la partie mobilité, avec la flexibilité, la réactivité qu'il est nécessaire d'avoir, c'est obligatoire. Tout à fait. Donc, développer, c'est bien, mais on est encore assez loin de la mise en production. Comme tu le disais, en fait, Nelly, le développement, ça couvre même pas 50% en fait du coût d'un projet. En effet, on va avoir nos développements qu'on aura fait lors de nos sprints, mais derrière, dans ces sprints-là, on n'a pas que le développement, on a vraiment du temps à passer au niveau des tests et de la qualité. Les tests, en fait, c'est forcément recéter les fonctionnalités, mais c'est pas tout. Il faut également être certain que la manière dont on développe, la manière dont on intègre en fait les nouvelles fonctionnalités font que on va réduire en fait les régressions sur l'application. Donc, il va falloir en fait gérer également la dangerosité d'intégrer des nouvelles fonctionnalités. Ça reste en fait les principes de base de la gestion de projet. On essaye d'implémenter généralement en premier ce qui est le plus critique, ce qui est le plus dangereux. Voilà. Donc là, ça ne change pas. Donc ce sont quand même malgré tout des éléments qu'il faut prendre en compte. Les tests et là nos régressions, c'est assez coûteux, surtout quand on fait de l'agilité. On fait beaucoup de nos régressions. Donc c'est un poste de dépense à ne pas sous-estimer. Comme on l'avait déjà indiqué, on fait des livraisons intermédiaires. Ça permet comme ça à tout le monde d'être certain qu'on n'est pas dans un effet tunnel, que ce qui est réalisé avant même d'aller en production, peut-être qu'on peut faire 4 sprints avant d'atterrir en production, on voit en fait l'application évoluer, les fonctionnalités s'enrichir jusqu'au moment où on souhaite en fait envoyer en production cet ensemble fonctionnel. Et bien sûr, on intègre les utilisateurs dans cette démarche-là et la démarche agile permet ensuite, dans un sprint suivant, éventuellement, d'ajuster, même au niveau design et parcours, la logique, ce qui permet ensuite, quand on va lancer en production l'application, et ça introduit la partie suivante, de dès le départ bien engager les utilisateurs et les accompagner. Je reviens juste sur un point avant, peut-être, excuse-moi Nelly et Catherine. L'avantage en fait aussi de faire ces sprints, il faut pas voir en fait que quand vous concevez votre application, quand vous la mettez en œuvre, quand vous l'implémentez, vous allez réaliser en fait des sprints qui vont se suivre les uns les autres. C'est pas si simple que ça en fait. Vous allez voir en fait qu'il est possible également de pouvoir réaliser des sprints en parallèle concernant votre propre application. On a mis des exemples, typiquement toutes les campagnes en fait de tests d'intrusion et ou de performance qui sont nécessaires selon que votre application va être ouverte au grand public, qu'elle va être sensible ou pas, selon les types de données en fait qu'elle peut partager avec les serveurs. Il va être nécessaire de réaliser en fait ces cycles-là. Ces cycles-là, vous pouvez en fait les conduire dans des sprints parallèles aux sprints d'implémentation de fonctionnalités. Donc, c'est toujours pareil, vous voyez que la gestion de projet là-dessus, elle a besoin aussi de synchroniser même différents sprints qui vont permettre la réalisation de l'application. On aurait très bien pu se dire, je glisse en fait ma partie test d'intrusion et de performance dans des sprints en même temps que je fais le développement. C'est une manière aussi de voir les choses, mais on a aussi la possibilité de se dire qu'on mène plusieurs sprints en parallèle avec des objectifs très différents, d'un côté de l'apport fonctionnel et de l'autre côté de la consolidation de qualité pour s'assurer que l'application sera la plus robuste en production. Voilà. Un élément à ne pas sous-estimer derrière et savoir qui le fait, c'est la mise en production et la publication sur les stores. Il y a en effet du travail là-dessus. Soit en fait nos clients nous demandent en fait de faire les opérations, donc on pousse les applications sur les stores, que ce soit sur les recettes jusqu'en production, on valorise en fait le contenu également qui va apparaître sur les stores, ou alors dans certains cas nous faisons toute la partie jusqu'en recette et nous laissons la main au dernier moment à nos clients pour faire le push sur les stores et publier donc avec les images et les commentaires le marketing en tout cas entourant le lancement de l'application de production. Donc, une fois que l'application est publiée, eh bien, il faut bien sûr accompagner les utilisateurs pour garantir un bon taux d'adoption.
Il faut pas négliger, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sur la partie budgétaire, éventuellement d'allouer une part budgétaire sur des actions de communication, de push ou autre. Donc, pour garantir le taux d'adoption, eh bien, on doit travailler sur la com, mais aussi sur la formation, si bien sûr on est sur un projet de digitalisation de process interne. Et donc ajuster son budget en fonction de l'enjeu, bien sûr, et des profils d'utilisateurs. Avec, si on a des utilisateurs qui sont très habitués à utiliser le digital, eh bien, en général, l'application est très bien et très vite adoptée. En revanche, on a des personas qui sont pas du tout habitués à l'usage d'une tablette, où là, il va y avoir une dimension formation qui va être plus importante. Donc, on voulait partager avec vous l'exemple du groupe Pasteur Mutualité, avec lequel on a développé une application sur tablette de souscription de contrat d'assurance. Dès le déploiement de la solution, l'ensemble des conseillers a bénéficié de formations magistrales pour bien s'assurer qu'ils prenaient en main le nouvel outil digital, donc de souscription de contrat sur iPad. Et pour maintenir l'accompagnement dans la durée, on a mis en place une web TV dédiée ainsi que des courtes vidéos de façon à répondre aux questions récurrentes qui pouvaient se poser les conseillers. Et on a également travaillé sur un dispositif d'e-learning qui est mis à disposition, proposant des formations courtes et ponctuelles. Donc, à chaque nouvelle application ou version déployée, le dispositif d'accompagnement, bien entendu, suit. Il faut savoir que dans le cadre de ce projet, le projet est un vrai succès, puisque même si au départ, il y avait des craintes des utilisateurs par rapport à un changement radical d'usage, aujourd'hui, quand on pose la question aux utilisateurs de l'application tablette de souscription, eh bien, les conseillers ne se voient absolument pas travailler sans une tablette et ne se souviennent limite même plus de comment ils faisaient avant. L'autre exemple qu'on souhaitait vous citer, c'était en termes de séquence, un exemple avec un client Lafarge Béton, où là, on a décidé avec le client de faire un prototype qui est une vraie application, mais qui est très light, qui s'est focalisé sur le bénéfice prioritaire de gestion des rondes. Et on a déployé l'application auprès d'un panel utilisateur décidé pour pouvoir gérer l'engagement. Et le résultat est très positif, puisque ils ont pu, grâce à cette phase de test en réel, déterminer le retour sur investissement, le gain de temps opérationnel. Et là, on est en train de travailler sur la future version qui va bien sûr reprendre les fonctionnalités du prototype, mais également d'autres, mais va aller plus loin au niveau du métier et surtout va avoir un rayonnement potentiellement national. Donc, on est vraiment sur ça illustre la séquence prototype, MVP et ensuite la version un peu plus importante. Oui. Et une fois qu'on est donc en production, ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas en fait une fin en soi d'être en production. En effet, dans le cycle de vie de l'application, il va falloir en fait la faire vivre. Déjà, la mettre en production, c'est bien. En assurer la promotion, la faire connaître, c'est mieux. Cette promotion, elle peut être auprès d'utilisateurs en fait grand public, mais également en fait au niveau des utilisateurs intrinsèques à l'entreprise quand c'est une application interne. Donc là-dessus, tu en avais déjà parlé en effet, Nelly, il est nécessaire que cette promotion ne se fasse pas qu'au moment en fait où on fasse la mise en production, mais tout au long en fait du cycle de développement de l'application. Ça pourrait être un petit peu appelé du lobbying, mais c'est important, ça favorise, pour faire le lien avec ce que disait Nelly, l'adoption de l'application. Il y a bien sûr une application qui va en prod, il y aura toujours des petits couacs, des petites choses qu'on n'a pas vues, des cas très particuliers, surtout si ce sont des applications très complexes. C'est délicat de voir tous les cas d'usage et surtout quand on est interfacé avec différents systèmes au niveau de l'application, de voir finalement comment l'enchaînement de tout plein de petits éléments peuvent conduire à des cas non détectés. Voilà. Donc il y aura toujours des petites corrections à effectuer, mais surtout dans la maintenance applicative, il y aura surtout des évolutions. En fait, l'application, on la met en prod, on espère qu'elle va évoluer, surtout si on a fait du MVP, on va tout de suite l'agrémenter de fonctionnalités, la rendre de plus en plus attrayante. On peut même changer en fait le design, ce qu'on fait en fait plusieurs de nos clients, pour relancer en fait l'intérêt auprès de leur public, de leur application.
On va en parler après. Alors, à noter qu'en fonction de qui a développé l'application, alors nous, quand on confie le développement d'une application, mais comme la majorité des prestataires, il y a une période de garantie qui permet donc de prendre en charge la correction des anomalies, comme l'a expliqué Arnaud. Et une fois la période de garantie passée, on passe en maintenance. Mais avant de rentrer dans le détail de la maintenance et de ce qu'on fait pour faire vivre son application, Arnaud va vous expliquer comment on gère la maintenance, puisque c'est aussi un sujet à se poser. Tout à fait. Donc là, il faut qu'on traite le slide d'après. Voilà. Là, on a en fait plusieurs cas d'usage qui sont en fait issus de la réalité, mais de notre vécu également. Au niveau justement de la TMA, on a les clients qui nous demandent en fait de continuer d'assurer en fait la TMA, donc on fait les évolutions de leur application, voire on se réengage avec eux dans un nouveau processus projet qui peut concourir en même temps que la TMA. On a d'autres clients qui vont nous dire dès le départ, faites-nous l'application, parce qu'en fait on n'a pas le temps de la réaliser, on est déjà très très chargé au niveau de nos équipes en fait SI. Donc faites l'application. Cependant, on aura en fait d'ici que vous la sortiez, retrouvé en fait un petit peu de temps et nous pourrons en fait assurer la maintenance et les évolutions. Et donc à ce moment-là, on envisage avec eux un transfert de compétences. Voilà. Exactement. Alors on voulait vous parler du cas de Veracache comme exemple, avec qui on travaille depuis plus de 2 ans maintenant. Donc Veracache, c'est une solution c'est une application qui permet d'acheter, en fait, d'investir dans les métaux, sans rentrer dans les détails. Donc ils sont rentrés en relation avec nous puisqu'ils ont décidé dans le cycle de vie de confier la gestion de l'application de s'appuyer sur un prestataire. Donc on est sur une solution mixte. Donc on a commencé les échanges par un audit de code, donc sur les deux versions de l'application, puisqu'ils ont une API iOS et une application Android. Donc on a réalisé un audit de code qui a abouti en fait à un certain nombre de préconisations, à la fois pour sécuriser la partie technique, mais également pour optimiser le parcours utilisateur et l'expérience. Et comme l'audit a été finalement très convaincant et pour le client, ils ont choisi a posteriori de nous confier certaines opérations de maintenance de leur application. Donc depuis maintenant 2 ans, par sprint successif, au-delà des actions de surveillance qu'on est amené à réaliser pour pouvoir suivre les notations store, détecter des éventuels problèmes, faire en sorte que telle et telle version est bien à jour pour qu'on n'ait pas de crash en production. On leur fait régulièrement des préconisations qu'on partage bien entendu et qu'on décide ensemble de mettre en œuvre ou pas, que ce soit donc l'ajout de fonctionnalités ou bien l'optimisation du design et de l'expérience utilisateur. Donc, ce qui a conduit en résultat une augmentation à la fois du nombre d'utilisateurs, mais également de la notation et de leur satisfaction au niveau de l'expérience. Donc, cette collaboration est un gros succès. Et puis, le client, le bénéfice qu'il en retire, c'est qu'il se concentre sur ses projets prioritaires et à la fois, il est rassuré parce que son application continue de vivre et les utilisateurs sont bien engagés. On va passer au slide suivant, justement, donc sur la partie réengagement des utilisateurs. Comme on vous le disait, il faut prendre en compte régulièrement les retours des utilisateurs. On peut aussi faire des campagnes de notification push pour permettre de les faire adhérer encore plus à l'utilisation du mobile. On a des outils, bien sûr, d'analyse et de suivi et on suit les commentaires store. Donc, on a dans le cycle de vie une approche toujours user-centrique qui permet de cultiver l'effet waouh. Donc, à la fois en amont, en cadrage, comme on l'a vu, mais une fois que l'appli est en prod, il faut continuer à rester dans ce registre-là.
On peut passer au slide d'après. Donc, pour maintenir l'engagement des utilisateurs, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de la veille continue, rechercher de nouveaux usages. Il faut garantir la stabilité de l'application. Donc, faire des évolutions éventuellement, comme le disait Arnaud. Des fois, on ajoute des fonctionnalités et il faut revoir une partie de l'architecture pour assurer la stabilité. S'assurer qu'on n'a pas de faille de sécurité ou autre. Donc ça, c'est hyper important. Au-delà du fonctionnel, il y a la partie stabilité technique. Il faut s'assurer aussi que les technologies qui ont été engagées à l'époque du développement sont bien suivies et anticiper si jamais il y a un changement techno à faire pour pas le subir et être contraint par le temps à la dernière minute. Et bien sûr, il faut suivre les bonnes pratiques en matière de développement et les contraintes éventuelles, comme le disait Arnaud tout à l'heure, imposées par les différents constructeurs de mobiles. Donc, qui de toute façon, en effet, nous pousse forcément à évoluer et revoir les stacks typiquement, puisqu'en fait, chaque année, les versions d'Android ou d'iOS glissent et certaines ne sont plus supportées et il est nécessaire en fait de se mettre à jour. Bien sûr. Donc, pour conclure, pour la gestion du cycle de vie, en fait, il faut vraiment, comme l'a précisé Arnaud, le développement, c'est une chose, mais la vie de l'appli, c'en est une autre. Donc, c'est un développement continu avec un cercle vertueux pour nous, pour gérer une expérience optimale. Donc, c'est une prise en compte des retours utilisateurs qui peut être, bien sûr, sur la base de retours faits directement des utilisateurs vers nous, mais qui peut aussi être engagé d'une manière proactive où on peut décider et préconiser de mener des entretiens qualitatifs avec des groupes d'utilisateurs pour aller encore plus loin dans le plan d'évolution et la roadmap. On peut également donc travailler en benchmark sur de la techno ou sur du concurrentiel. On peut faire de la veille, aller chercher de nouveaux usages, soit dans son secteur, mais également dans des secteurs différents, mais pour pouvoir challenger un peu ses idées et transposer des nouvelles possibilités. Bien entendu, avec ces éléments entrants de retour utilisateur et de bench, eh bien, il faut à un moment donné se poser, faire une analyse et en retirer des préconisations et une roadmap qui ensuite va faire l'objet de développement, d'une mise en production, d'un nouveau cycle de vie et on repart comme ça, je dirais, en continu pour pouvoir accompagner toujours plus loin pour plus de ROI ses utilisateurs. Voilà. Je ferai très simple sur le slide suivant. Grosso modo, vous retrouvez en fait les grandes phases de la gestion de projet. Il faut juste en fait avoir en tête que le développement mobile, ça reste malgré tout de la gestion de projet et du développement logiciel, mais il y aura des particularités dedans, puisqu'en fait les usages ne sont pas en fait ce qu'on pouvait avoir pour du desktop. La consommation en fait des applis mobiles n'est pas ce qu'on peut avoir comme consommation sur un desktop, sur les sites web, des choses comme ça. Donc attention, développer un site web des fois c'est moins cher qu'une application mobile, donc il est nécessaire en effet, même dans la gestion en fait du projet, d'intégrer toute cette donne en fait de mobilité, voilà, qui est un petit peu différente et qui fait que ça donne une teinte différente à la gestion de projet. Mais un autre bénéfice et un autre retour sur investissement. Ouais. Donc, ce qu'il faut retenir de notre présentation, alors on espère que ça vous a plu. Eh bien, la phase de conception, comme vous l'avez compris, est essentielle. Tout au long du cycle de vie d'une appli, de la naissance du projet et ensuite en mode maintenance, il faut toujours garder une approche user-centrique. On a 6 postes budgétaires à intégrer dans le projet de développement et bien sûr, il faut donner vie et continuer à faire vivre son application. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager dans le chat. Il nous reste quelques minutes et si vous souhaitez poursuivre les échanges, bien entendu, on est là pour répondre à vos questions par email également, si vous le souhaitez. Catherine, on a des questions? Non, pas de questions pour l'instant.
Bon, c'est qu'on a été hyper clair. Donc, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube, revoir le meet-up, suivre nos différentes interventions. On a également sur notre site internet pas mal de cas clients qui parlent de leur expérience de mise en place d'une solution digitale métier et du ROI qu'ils en retirent. Donc, n'hésitez pas à aller consulter toutes ces informations-là sur notre site. Et rejoindre notre groupe Meetup donc pour avoir nos différents rendez-vous à venir. Voilà. Et sachez que les innovations sont très très importantes sur la partie mobile et donc les technos et les usages que l'on a actuellement sont très probablement pas ceux que l'on aura plus tard. Donc un gros plus sur le cycle de vie de vos applications et pensez en fait à les renouveler. Bon, ben écoutez, pas de nouvelles questions. On vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, on est à votre disposition si vous souhaitez plus de précision. Et on vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Bonne fin de journée également. Au revoir.